quelle est la spécificité de la relation que j'entretiens avec ma mère? Quelles croyances ma mère m'a transmises inconsciemment? Peut-on vraiment en vouloir à sa propre maman? Comment se libérer du lien fusionnel qu'on a avec sa mère sans lui faire du mal? C'est entre autres à ces questions que je vais répondre dans l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans Désaligné, le podcast qui t'invite à plonger dans des récits doux et intenses à la fois. Je suis Rim, entrepreneur enthousiaste et je suis ta guide dans cette aventure. Il suffit parfois d'écouter une histoire pour que quelque chose en nous se mette à briller. C'est ce que je souhaite à travers chaque épisode de ce podcast. En 2018, la maladie est entrée dans ma vie, m'entraînant dans une introspection profonde pour essayer de comprendre et de m'en sortir. J'ai mis 5 ans pour me libérer de mes freins, guérir de mes douleurs physiques et mentales et reprendre enfin ma place. Désaligné, c'est l'exploration de sujets liés à la santé holistique à travers les expérimentations, les défis et les thérapies qui ont jalonné mon parcours. Mon but, montrer comment transformer ces expériences en une source de force incroyable. Si tu veux sourire, peut-être verser une larme ou deux et surtout réfléchir, tu es au bon endroit. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui promet d'être assez intense. Parce que je le dédie à l'une des personnes les plus importantes de ma vie, avec qui j'ai une relation assez spéciale qui va de l'amour fusionnel à la friction totale. Il s'agit de ma maman. Si vous connaissez Pedro Almodóvar, vous savez que le titre de cet épisode, c'est aussi le titre de l'un de ses films, Tout sur ma mère. Pourquoi je voulais écrire cet épisode? Parce que, comme toutes les mamans, la mienne est une personne centrale et importante dans ma vie. Parce que entamer aussi un travail personnel sur moi par rapport à des problématiques liées à la féminité, à la fertilité et à la maternité, m'a amenée à creuser dans cette relation que j'ai avec elle depuis ma naissance. Je ne vous cache pas que depuis que j'ai imaginé les différents épisodes de ce podcast, ma plus grande problématique, c'était d'évoquer cette relation avec le plus de hauteur possible. Et j'avais aussi peur que ma mère ne comprenne pas et interprète mal mes propos. Mais j'étais prête à prendre le risque parce que je ne peux pas sortir un épisode pareil en faisant abstraction de certains événements très importants et qui ont été capitaux pour m'aider à devenir la personne alignée et épanouie que je suis aujourd'hui. Je veux également vous aider vous aussi à vous questionner sur votre relation avec votre propre maman, mais aussi et surtout avec votre enfant si vous avez un enfant en bas âge. J'étais sûre aussi que ma mère comprendrait que partager certaines bribes de notre relation ne fera que consolider cette dernière. Et c'est ce qui est en train d'arriver. D'autant plus que ça participe aussi à confirmer ma guérison. Pour présenter ma relation avec ma mère, je dirais qu'elle a toujours été synonyme de fusion et ce, depuis toujours. Ma mère a toujours été ma confidente, ma meilleure amie, c'est mon soutien de la première heure. Elle a toujours été d'accord avec tous mes choix, même ceux qui s'éloignent de sa propre manière d'être et de ses croyances. On est différentes à beaucoup de niveaux et pourtant cette fusion fait qu'on a parfois l'impression que je suis sa copie conforme dans ma manière d'agir et de me comporter à certaines manières de ma vie. Quand il y a quelques années, j'ai découvert le monde du transgénérationnel qui concerne toutes les mémoires qu'on peut porter et qui nous ont été transmises de nos parents et des générations précédentes, j'ai réalisé l'impact de certains éléments que j'ai hérités inconsciemment de ma mère. Je précise que quand on parle de mémoire intergénérationnelle, il s'agit d'influences qui ont été transmises d'une manière positive, telles que des comportements bienveillants, des traits de caractère positifs et ainsi de suite. Et d'autres qui malheureusement ont un impact un peu plus négatif, tels que les peurs, les croyances limitantes, les addictions, les compulsions, etc. En fonction de notre état de conscience, on peut soit reproduire le schéma qui soit positif ou négatif en prenant tout ce qui a été transmis comme exemple et le reproduire à la lettre, soit on juge le comportement négatif et on décide de ne pas faire comme ceux qui nous ont précédés. Mais comme évoqué précédemment, quand on est enfant, on a peu ou pas la capacité de le faire. De se dire, ce comportement ne me convient pas, je vais suivre un autre chemin.
C'est pour ça aussi qu'en thérapie, on creuse tellement loin qu'on est surpris de découvrir certaines similitudes de comportement avec nos parents sans qu'on se soit questionné sur le fait que ce soit adéquat ou pas pour nous. Comme c'est certainement votre cas, ma mère et moi n'avons pas vécu à la même époque, eu la même éducation et de ce fait, ce n'était pas censé qu'on ait la même vie. Ceci est valable pour tout le monde et la fissure est de plus en plus palpable dans les générations actuelles, surtout avec notre manière de vivre en 2024 où les jeunes générations se détachent de plus en plus facilement de l'ancien. C'est aussi lié au fait que le développement personnel prend de plus en plus d'ampleur et qu'aujourd'hui, notre épanouissement personnel est directement lié à notre liberté d'être en tant qu'être humain à part entière. Et non lié à des croyances qui ne nous appartiennent pas, les conditionnements de la société et autres freins extérieurs qui brident justement cette unicité. Il faut savoir avant tout que ma mère nous a élevés toutes seules, mon frère et moi. Pour ma part, mon père a été souvent absent entre mes 0 et 5 ans et 10 ans jusqu'à maintenant. Donc la tâche qu'elle avait n'était pas vraiment évidente. Et honnêtement, je ne pense pas être capable, moi aujourd'hui, d'élever 2 enfants toute seule avec un mari absent les 3/4 de l'année. Ce détail qui n'est pas des moindres a créé un déséquilibre dans mon éducation vu l'absence de mon père. Et il a peut-être intensifié un peu plus qu'il n'en fallait la relation que j'avais avec ma mère. J'étais là pour elle et il était tout le temps là pour moi. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que ma mère est une peureuse de première classe et elle a elle-même été élevée par une maman très peureuse de tout. Et cette peur, souvent irrationnelle, m'a été transmise depuis toute petite. J'ai déjà parlé de cette peur de l'autre que j'avais et qui a clairement été liée à ma mère qui me couvait tellement, qui avait peur de la différence du monde extérieur, que par loyauté inconsciente, je dirais, je suis devenue comme elle. Quand il y a quelques années, j'ai commencé à sérieusement questionner mes pensées, vous ne pouvez pas imaginer la libération à chaque fois que je rencontre une pensée liée à des peurs, et elle se comptait par dizaines, et de me dire, est-ce que c'est les miennes ou pas ? Je vous laisse imaginer la réponse. Plus je m'approfondissais dans ce travail, plus c'était flagrant. Mais à part les peurs, il faut savoir aussi que ma mère est une grande taiseuse qui a toujours préféré garder les choses pour elle au lieu de les exprimer. Et c'était aussi lié à la peur de heurter les autres, qu'elle soit incomprise, qu'on la rejette et ainsi de suite. Malheureusement, son union avec mon père a été le plus grand échec de sa vie. Et il était impensable qu'elle y mette fin à cause entre autres de sa peur. Et j'ai assisté à l'effondrement de leur couple année après année depuis mon adolescence. Mon père l'a brisé et m'a indirectement brisé à mon tour tellement je l'aimais et je la voyais souffrir. Le mariage des parents est d'ailleurs le sujet qui revient toujours quand on travaille les sphères relationnelles. Beaucoup de personnes développent des schémas inconscients pour ne pas reproduire les mêmes comportements que leurs parents. Beaucoup d'enfants dont les parents divorcent ont peur eux aussi de divorcer plus tard. Donc ils font un blocage inconscient par rapport au fait de s'engager, tout comme beaucoup de personnes dont un des parents a été infidèle ont peur d'être infidèles eux aussi plus tard. C'est des choses qu'on ne contrôle pas forcément et ça fait partie des mémoires dont je vous ai parlé tout à l'heure. La peur de devenir une personne qu'on ne veut pas être peut parfois nous conduire à l'être malgré nous ou parfois générer des comportements ou des indispositions ou maladies qui s'expriment à notre place. La relation chaotique qu'avait ma mère avec mon père faisait que je portais avec elle tout un poids parce que je voulais indirectement qu'elle souffre le moins possible. Je suis passée à la vie d'adulte très rapidement et fait l'impasse de périodes très importantes de ma vie où je devais encore profiter du statut de l'enfant joyeuse qui vivait sa vie avec beaucoup de légèreté. En analysant ce parcours plus tard, je dirais que c'est ce qui a fait qu'une part masculine en moi a pris naissance très rapidement parce que j'agissais assez souvent comme un homme, avec une certaine virilité, j'étais toujours dans la réaction, je prenais des responsabilités lourdes pour mon âge et je remplaçais ma mère dans certaines situations, surtout qu'à la maison, l'homme n'était pas là. Quand je disais que ma mère me soutenait dans tous mes choix de vie, ça voulait dire aussi ceux pour lesquels mon père ne pouvait jamais être d'accord. Mais elle me demandait toujours de garder ça pour moi, de ne pas dire devant lui qu'elle approuvait tous mes choix. Souvent,
je me demandais si plus tard j'allais pouvoir supporter moi aussi d'être sous l'emprise d'une personne, d'un homme qui va m'empêcher d'être libre de mes choix, de les exprimer, d'assumer qui j'étais et ainsi de suite. Et l'idée de devenir comme elle était juste impensable. À 23 ans, quand j'ai quitté la Tunisie, c'était la première séparation avec ma mère. J'ai vécu ça comme une vraie déchirure, c'était assez douloureux, mais on savait toutes les deux que c'était pour notre plus grand bien. Ça nous permettait toutes les deux de voler de nos propres ailes. Cela dit, les premières années, je pense qu'on s'appelait tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Le cordon n'a jamais pu être coupé complètement. Elle était au courant de tout ce qui se passait dans mon quotidien et quand je ne donnais pas de nouvelles, il s'inquiétait rapidement en imaginant le pire des scénarios. Donc ça faisait que je ne pouvais jamais rester sans donner de nouvelles. Je me rappelle qu'à cette période, j'étais souvent étonnée de savoir que mes amis expatriés pouvaient contacter leurs parents qu'une seule fois par semaine sans forcément partager tous les détails de leur vie. Début 2020, j'ai entamé une thérapie super puissante suite à ma chirurgie de l'endométriose. Et le thérapeute a été très intransigeant dès la première séance, en disant que si je voulais que la thérapie donne des résultats, il fallait que je coupe tout contact avec ma mère. Donc le jour même, je l'appelle et je lui dis « Écoute maman, il s'est passé ça et je suis obligée pour ma santé de faire ce qu'il m'a demandé. » Elle a eu une réaction tellement digne. Elle n'a pas trop discuté, elle m'a dit « Je ferai tout ce que tu veux, l'essentiel c'est que tu ailles mieux ». À cette période de ma vie, j'avais déjà bien avancé dans la gestion de mes émotions en ayant pu installer un certain détachement si ce genre d'événement arriverait. Et c'est ce qui a fait que couper tout contact avec elle n'était pas vraiment dur. Je pense que je suis arrivée à un certain moment où je voulais arrêter de souffrir physiquement. Et j'étais vraiment prête à tout. Prête à rompre avec tous les comportements conventionnels qui pouvaient entraver ce chemin. Certaines personnes de mon entourage étaient au courant de cette rupture consciente. Elles me disaient que elle ne pouvait jamais faire ça. Elles s'étonnaient de comment je pouvais être détachée et comment je pouvais aussi ne pas m'inquiéter pour elle. Le travail qui a été fait en thérapie à cette période portait sur l'endométriose, sur la symbolique de la maladie et les messages qu'elle voulait me transmettre et comment je pouvais mieux les accueillir et les accepter. Ça a été un véritable coup dur. Quand on pense à l'endométriose, anatomiquement parlant, il s'agit dans la majorité des cas de présence de cellules endométriales à l'intérieur de l'utérus. L'utérus étant le berceau d'un fœtus et donc d'un futur bébé, tant que les cellules de l'endométriose sont présentes, le bébé ne peut jamais évoluer dedans. C'est ce qui fait que symboliquement, l'endométriose est un blocage par rapport à la maternité. Et donc la relation avec la mère est parmi les choses qu'on travaille le plus pour voir si elle est liée au fait qu'inconsciemment, on bloque la maternité en ayant de l'endométriose dans l'utérus. Après, cela ne veut pas forcément dire que toutes les femmes qui ont de l'endométriose ont un problème avec leur maman ou que toutes les femmes qui ont de l'endométriose souffrent d'infertilité, même si le taux d'infertilité chez elles est quand même autour de 30 à 40%. Pour ma part, étant dans ce refus inconscient de maternité, il s'avère que je ne voulais pas reproduire le même schéma que ma mère. Vivre dans un mariage éclaté, me taire et élever mes enfants toute seule. J'avais un doute quant au fait de pouvoir être une bonne mère à cause notamment d'un rejet que j'ai vécu dans mon enfance. Et j'avais peur que mon futur enfant puisse vivre le même rejet que j'ai ressenti quand j'étais petite. Depuis mon enfance, je suis en colère contre le monde, déconnectée du monde extérieur. Comment je pouvais imaginer mettre un enfant dans ce même monde qui m'a autant fait mal? J'ai aussi développé un blocage inconscient contre l'homme. Je ne m'imaginais pas m'engager dans une relation avec quelqu'un, qu'il puisse me faire du mal comme mon père a fait du mal à ma mère, ou que je puisse tomber enceinte et me retrouver abandonnée par mon conjoint qui partira travailler à l'étranger. Voilà tous les sujets qui ont été traités d'une manière intense avec ce thérapeute. Je trouve assez fou les blocages inconscients qu'on peut développer et en les découvrant après coup, on se dit « mais c'est tellement cohérent ». Mais cela n'empêche que c'était assez lourd à porter et j'en voulais
tellement à ma mère. Et c'était une bonne chose que je ne sois pas en contact avec elle parce que s'il arrivait de flancher, de revenir à l'étape de la colère, j'aurais fait une grande marche arrière dans ma guérison. C'est là que j'avais compris pourquoi le thérapeute m'avait demandé de rompre, parce qu'après l'étape de la prise de conscience, de toutes ces informations que j'ai eues, il y avait aussi une grande autre étape, celle de digérer, d'être dans l'acceptation et de sortir de la posture de victime et donc du fait d'en vouloir à ma mère. J'avoue que j'étais incapable de penser qu'un jour j'aurais autant de hauteur par rapport à certaines choses, que j'allais aller au-delà de l'acceptation, que j'allais évoquer certains épisodes douloureux avec beaucoup de légèreté, voire en rire. À plusieurs reprises, je voulais en parler à ma mère d'une manière frontale, exprimer ma colère, la faire culpabiliser aussi pour tout le mal que j'avais ressenti. Mais je sais aujourd'hui que ce n'était pas le chemin le plus sain et que ça n'allait jamais m'aider à guérir. Ce qui est à noter, c'est que ma mère n'a jamais été au courant clairement du détail du travail que je faisais, car ça s'éloignait tellement de ses croyances et il me fallait aussi beaucoup de temps et d'efforts pour tout lui expliquer. Mais il s'avère que récemment, elle s'est ouverte toute seule à l'énergétique en ayant testé un soin avec un thérapeute pendant 2 heures. Elle est sortie de la séance et m'a raconté s'être souvenue de certains souvenirs liés à son enfance, par rapport à des peurs et à des choses inconscientes chez elle. Elle me décrivait les mêmes ressentis que moi j'avais pendant les séances, et ça m'a fait tellement plaisir qu'elle découvre ce monde toute seule. Et qu'on puisse quelque part parler le même langage après quelques années où la communication était presque impossible. D'ailleurs, j'ai raconté dans l'épisode qui parle de déracinement que je n'ai pas vu ma mère physiquement entre 2019 et 2022. En 2019, elle est venue s'occuper de moi suite à mon opération de l'endométriose et c'est suite à ça que ma thérapie s'est intensifiée. Il m'a fallu quand même 3 ans pour prendre du recul, accepter, faire la paix, pardonner, sortir de la colère, de cette envie de changer les autres. En 2022, quand j'ai pris l'avion direction Tunis, j'étais dans un état de paix indescriptible. Alors qu'avant, le voyage m'angoissait et j'appréhendais tout ce que j'allais vivre en imaginant le pire des scénarios. Je ne dirais pas qu'il s'est rien passé de désagréable durant ce séjour, mais je dirais que la gestion de mes émotions a été surprenante. Je me surprenais moi-même de l'absence de mes réactions négatives. À chaque fois qu'il se passait un truc pas agréable, je m'observe et je me dis « Waouh, t'as vu comment tu as géré ?» Et en fin de journée, je faisais un débriefing sur mes ressentis avec mon conjoint qui m'exprimait sa fierté d'avoir mieux géré mes émotions. Ce voyage était d'ailleurs une étape assez importante parce qu'il est arrivé à une période où je commençais vraiment à guérir et il fallait que je retourne dans cet environnement pour confirmer cela. Je me rappelle que ma thérapeute m'a dit que je pouvais la contacter à n'importe quel moment, que je pouvais lui écrire un message avec ce que je ressentais pour qu'elle puisse m'aider. Et je ne l'ai pas fait parce que je me sentais plus forte toute seule et je me disais que j'avais toutes les clés en moi pour pouvoir mieux gérer les différentes situations qui pouvaient me déstabiliser. Et en 2023, l'année dernière, ma mère a déménagé dans une nouvelle ville au bord de la mer. Elle avait changé de vie et était dans un cadre différent de celui dont j'avais l'habitude. Ça m'avait donné envie de la rejoindre 2 semaines après son déménagement et je peux dire que c'était mon meilleur séjour en Tunisie depuis 2011. Je la découvrais dans une nouvelle vie, plus épanouie que jamais et symboliquement, je voulais m'ancrer chez elle après m'être sentie déconnectée de la Tunisie pendant des années. J'ai pris mes marques dans sa chambre d'amis, j'ai changé la disposition du lit et du bureau, j'ai appelé cette chambre ma chambre et c'était vraiment quelque chose. Et la veille de mon départ, je lui avais demandé si elle pouvait me réserver un petit tiroir à moi pour que j'y mette quelques affaires, sachant qu'en Tunisie, je n'avais rien à moi, mis à part quelques diplômes et quelques souvenirs d'enfance. Je voulais vraiment construire un point d'ancrage dans cet appart, j'ai donc laissé des vêtements, une brosse à dents, des produits de beauté, et c'était ma manière à moi de me dire « j'ai un chez moi en Tunisie », même s'il s'agissait d'un petit tiroir.
Avant de clôturer cet épisode, je voulais partager quelque chose qui me tient à cœur. Sur les clientes que j'ai actuellement, plus de la moitié d'entre elles font un travail autour de la relation avec leur maman. Et c'est un sujet qui revient souvent aussi dans les discussions, dans les cercles de femmes entrepreneurs auxquels j'appartiens. Je sais que ce sujet peut être douloureux, délicat, pas évident à explorer, donc certaines préfèrent être dans l'évitement, vivre avec alors que ça les range de l'intérieur, tandis que d'autres optent pour la fuite ou la rupture totale. Dans les deux cas, je pense que ce n'est pas sain et ça nuit à notre épanouissement en tant que femme et maman si on a des enfants. J'avoue que personnellement, je ne pensais jamais arriver là où j'en suis par rapport à la relation que j'ai avec ma mère. Je ne pensais jamais que j'étais capable de pardonner ou de sortir de ma colère vis-à-vis d'elle. Cela est valable pour notre maman, mais aussi pour toute autre personne qui nous a fait du mal consciemment ou inconsciemment. D'ailleurs, quand on fait un travail sur soi, on finit tellement par prendre de la hauteur qu'on change de perspective et on se dit que certains sujets qui nous ont fait du mal sont parfois aussi le fruit de notre propre interprétation. Je vous laisse méditer dessus. Voilà, l'épisode du jour est maintenant terminé et il a été plus qu'intense. En relatant certains événements selon cet ordre chronologique, je me rends vraiment compte de tout le chemin parcouru. Maman, je sais que tu vas finir par écouter cet épisode. Sache que je t'aime et je suis fière de la relation qu'on a toutes les deux, même si elle passe par des hauts et des bas, comme toute relation mère-fille. Si l'épisode du jour vous parle, n'hésitez pas à m'en faire part. Venez me parler quand vous voulez, ça me fera trop plaisir. Je compte aussi sur vous pour noter le podcast sur Spotify, mais aussi sur Apple Podcast. Il ne me reste qu'à vous dire à très bientôt!